Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la coopération au Sud-Sud, avec notre dossier du jour qui sera consacré à l'attractivité du Rwanda. Au programme également de cette émission, la seconde phase du dialogue politique a débuté au Gabon. Plus de 200 délégués du pouvoir et de l'opposition participent aux échanges. Et au Ghana, le président Nana Akufo-Addo fait le bilan des 100 premiers jours de son accession au pouvoir. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Damien Ouéguera, vous êtes anthropologue, bienvenue. Merci, bonjour. Et avec nous également notre éditeur et Gracien Okindikiza, bienvenue Gracien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Souhaité par le président Ali Bongo Ondimba après sa réélection contestée en septembre 2016, la seconde phase du dialogue politique intergabonais, initialement prévue le 11 avril, a débuté ce mardi 18 avril, mais sans le principal opposant Jean Ping qui a appelé à son boycott. Et de l'admirable Bissou. La seconde phase du dialogue politique intergabonais, initialement prévue le 11 avril, s'est ouverte le 18 avril 2017 sans le principal opposant Jean Ping. À travers ce dialogue, le président Ali Bongo, réélu en septembre 2016, espère mettre fin à la crise post-électorale qui dure depuis plusieurs mois au Gabon. Ce que nous attendons, c'est que celui qui a fait son dialogue, puisqu'il a prêté serment, et que celui, le chef de l'État, qu'il mette en œuvre, qu'il rende les Gabonais heureux. Lui-même, il a dit qu'il ne sera heureux que si les Gabonais sont heureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a la preuve que les Gabonais sont heureux? C'est à lui la responsabilité. Mais en termes d'attente, il faudrait déjà dire que la classe politique nationale, partant de ce dialogue, est la première à mettre en mal les idées que le chef de l'État a voulu mettre sur la table. L'opposition réunie au sein de la coalition pour une nouvelle république de Jean Ping a qualifié ce dialogue de mascarade et a refusé d'y participer. Pour le pouvoir, la plaque tournante du dialogue reste les actes posés au sortir de ce conclave politique. Ainsi, le dialogue apparaît comme un préalable aux élections législatives reportées à la fin juillet 2017. La plus grande cruauté a été le fait que les politiques ont refusé la participation de la société civile des deux bords. Seul le président qui a imposé au dernier moment pour que la société civile participe. Et les mêmes politiques vont travailler sur, de part et d'autre, sur les rapports de la société civile, alors même qu'elles ne veulent pas que la société civile participe au dialogue politique. Cette seconde phase politique du dialogue s'ouvre après la phase citoyenne achevée le 10 avril 2017 et qui a réuni les acteurs de la société civile. Les débats devraient aboutir à des propositions de révision du code électoral pour instaurer une présidentielle à 2 tours. Il s'agit entre autres questions des rôles de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Gracien, que peut-on attendre de ce dialogue politique ? Je pense qu'il ne faut pas négliger ce dialogue politique, même si Jean Ping l'a boycotté. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de boycotter un dialogue, surtout que le président, c'est lui qui est au pouvoir. Il ne va pas quitter, Bongo ne va pas quitter le pouvoir pour laisser à Jean Ping. Donc il faudra attendre des années, déjà, en plus, vu disons, les années qu'il faut attendre. Et aujourd'hui, ce qui est proposé et surtout ce que ça peut donner va faire force de loi parce que ça va être intégré dans la loi, dans les lois gabonaises et en même temps, ça règle les questions qui étaient posées, les mandats, la façon de voter, une élection à 2 tours. Il y aura aussi le fait de publier les résultats des élections à la sortie d'un an. La limitation du mandat présidentiel également. Oui, donc il y a aussi cette histoire de tout sera réglé et tout ce qui est nomination des magistrats de la Cour constitutionnelle. Cela veut dire que finalement, ce sont de bonnes choses. Jean Ping, il peut se rendre compte vraiment qu'il ne sera plus président pendant ce délai. Il ne va pas quitter. Celui qui est au pouvoir ne va pas quitter pour laisser. Autant qu'il entre dans le dialogue, dans les discussions, il ne faut pas qu'il demande à participer dans un gouvernement. Il faut qu'il soit dans l'opposition, qu'il fasse l'opposition. La stratégie de Jean Ping, elle est stérile aujourd'hui, d'après vous? Oui, elle est stérile. Et d'ailleurs, ça va être une stratégie perdante, même à la fin de son mandat, à la fin du mandat. Il faut vraiment qu'il se dise qu'il faut le dialogue. Il ne peut pas laisser le dialogue. Il peut ne pas participer dans le gouvernement. D'ailleurs, ça ne serait pas une bonne chose pour le peuple gabonais. Mais il faut qu'il agisse vraiment en tant qu'opposition aujourd'hui qui tire un trait sur sa présidence. Damien Ouéguera.
Je voudrais juste dire en tant qu'anthropologue que les sociétés africaines ont toujours été caractérisées par des logiques non pas de conflit, non pas de polémique, mais de consensus, de parable. Et donc, moi je pense que dans tous les cas où il risque d'y avoir conflit, où il risque d'y avoir paralysie du fonctionnement de l'État pour le bien de la population, il faut que les gens acceptent de ne pas se positionner uniquement en opposant, mais en constructeur, et donc discuter, dialoguer et arriver à des choses qui puissent servir le peuple. Parce que sinon, c'est vraiment moi, et ça, c'est pas bon. Vous voyez, donc moi, je réagis comme ça en toutes circonstances, et en particulier dans un pays comme le Gabon, qui a besoin de toutes ces forces, qui a des gens intelligents, et il pourrait quand même profiter de ce dialogue pour pousser et arriver à des résolutions qui puissent servir au peuple. Alors justement, Gratien, il y a plusieurs personnalités de l'opposition, donc de l'opposition de Jean-Ping, qui sont en train de rejoindre ce dialogue politique. Aujourd'hui, c'était le cas de Jean-Pierre Rougou, vice-président du parti Union nationale, qui a choisi de rejoindre les débats. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces personnalités qui quittent la position de Jean-Ping du boycott et qui viennent rejoindre le dialogue politique? Ce sont des personnalités qui commencent à constater que cette opposition, le fait de refuser tout dialogue, ne mènera à rien. Bon, il y a les sanctions, il y a l'Union européenne qui s'implique vraiment pour dire que les élections se sont mal passées. Oui, les élections se sont mal passées. Tout le monde sait bien que ce n'est pas le président Bongo qui devait gagner les élections. On sait bien avec cette région qui a changé le cours des élections. Mais aujourd'hui, ces gens-là commencent à constater et je pense que la bonne façon vraiment pour aider le peuple gabonais, ce serait de discuter, éventuellement de dire on ne s'est pas entendu sur ce point, on arrive à régler tout, on règle tous les problèmes d'un coup et puis éventuellement dans les discussions ils peuvent dire au lieu d'avoir 7 ans, vous allez avoir 3 ans et on repart aux élections, on accepte le processus 2 ans ou 3 ans. Vous voulez régner, vous voulez présider et au bout de 3 ans, 4 ans, on fait les élections et comme ça, on verra avec les nouvelles bases qui va gagner. Je pense que c'est une bonne façon, une façon vraiment très sage d'arriver à... Mais si ces personnalités de l'opposition rejoignent le dialogue politique, est-ce qu'il y aura encore une véritable opposition au Gabon, justement ? Oui, non, attention, le dialogue, c'est pas... Le fait de participer à ce dialogue ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'opposition. Même Jean-Ping devrait participer à ce dialogue. Après le dialogue, il reprend son bâton d'opposant, il fait l'opposition. Par rapport, déjà, il y a ce qui sera convenu, qui va être appliqué. Et après, il critique les actions du gouvernement. C'est normal pour une opposition, même si on a participé dans un dialogue. Surtout qu'il ne faut pas participer dans un gouvernement. Merci. Dans l'actualité également, au Ghana, le président Nana Akufo-Addo fait le bilan des 100 premiers jours de son accession au pouvoir. Un bilan jugé positif au regard des promesses déjà réalisées. C'est ainsi que, par exemple, des dispositions sont prises pour que les études au lycée soient gratuites à partir de la rentrée de septembre prochain. Corinne Kandem. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a passé en revue les 100 premiers jours de son accession au pouvoir. Un bilan du programme d'action qu'il s'est assigné pour le pays, jugé plutôt satisfaisant par le chef de l'État. En effet, lors d'une conférence organisée ce lundi 17 avril dans un hôtel de la ville d'Accra, la capitale, le vice-président Dr Mahamadou Bawumia a fait état de 103 promesses de campagne réalisées en 100 jours par le gouvernement du président Nana Akufo-Addo, élu le 7 décembre 2016. De l'indépendance en 1957 à la fin de l'année 2016, le total des réserves étrangères du Ghana s'élevait à 6 milliards de dollars. En moins de 100 jours, nous avons augmenté ces réserves de 6 milliards à 8 milliards. Les gens font beaucoup plus confiance à l'économie et on constate le retour à la stabilité du taux de change du dollar ghanéen. Des réalisations sur le plan économique notamment, mais également dans le domaine de la santé et de l'éducation. En effet, les dispositions ont été prises pour que les études au lycée soient gratuites à partir de la rentrée de septembre 2017.
Dans le domaine de la santé, durant ces 100 derniers jours, nous avons reçu l'approbation pour employer 11 000 stagiaires qui ont obtenu leur diplôme entre 2012 et 2016. Nous avons également réduit le coût des frais d'admission pour la formation en soins infirmiers de 160 à 100 $ ghanéens. Nous avons aussi rétabli l'allocation mensuelle qui leur sera attribuée et qui entrera en vigueur dès le mois de septembre 2017. Dans l'ensemble, l'initiative de cet événement, lors duquel le gouvernement en place a pu faire un bilan de ses 100 premiers jours d'activité, a été bien accueillie par la presse ghanéenne. Cependant, pour le Congrès démocratique national, principal parti de l'opposition et de l'ancien président John Dramani Mahama, cet événement n'était qu'une simple rhétorique destinée à détourner les Ghanéens des véritables problèmes qui minent la nation. Gratien, est-ce que le président a raison de dire que le bilan est positif ? Je pense qu'il n'a pas raison de le dire. On ne peut pas se contenter des promesses. Il a promis des choses, que c'est la gratuité de l'école, du lycée. Il y a des indemnités pour les fins de mission de l'étranger. Et puis, il y a beaucoup de choses. En fait, il a donné. On a l'impression que c'est un président qui donne, un président qui va beaucoup dépenser pour un pays qui a des problèmes budgétaires, des problèmes aussi d'économie. Il y a le pétrole, les cours du pétrole ont plongé et l'économie ghanéenne ne se porte pas bien. Mais on voit un président qui va nommer jusqu'à 110 ministres. Voilà, exactement. Il est très critiqué sur le nombre de ses ministres, parce qu'il en a nommé 110. Est-ce que ce nombre est justifié? Parce qu'il dit que le nombre de problèmes que rencontre le Ghana justifie ce nombre de ministres. On peut s'imaginer les pays comme l'Algérie ou même l'Afrique du Sud et les grands pays, ils auraient combien de ministres? Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a un manque d'analyse politique pour se dire qu'on peut faire ça et puis être vraiment crédible par rapport aux citoyens, par rapport aussi aux autres. Parce que si on met 110 ministres, cela veut dire qu'il y a beaucoup de conseillers, on augmente la fonction publique dans un pays qui a déjà des problèmes et on dépense. Ils dépensent, mais on ne voit pas finalement d'où viendra l'argent. C'est-à-dire que le pays va s'endetter à un certain moment et puis ce sont d'autres générations qui vont payer. Et je pense que ce président, à la fin de son mandat, on aura vraiment la dette de ce pays qui aura augmenté. Oui. Vous pensez que les financements à l'heure actuelle n'existent pas pour l'ensemble des mesures qu'il promet? Oui, je pense parce que l'économie n'a pas suivi et il n'annonce pas vraiment des choses assez modernes pour redynamiser l'économie. Mais il se contente de dire, voilà, on fait de bonnes choses, des réformes et le reste suivra. Parce que ce sont des réformes, ce sont des dépenses qui ne sont pas des dépenses de consommation. Ce ne sont pas des dépenses qui par la demande, comme on le dit, ça ne crée pas la demande au niveau des entreprises qui vont vendre parce qu'il a augmenté ce genre de choses. Non, il y a un problème même de fond de l'économie. S'il avait diminué, par exemple, en disant je vais augmenter les revenus des citoyens, il diminue la TVA pour que les gens consomment plus, ou il facilite l'arrivée des entreprises pour investir plus, ou le passage le pétrole, s'il y a la baisse du pétrole, qu'est-ce qu'on peut faire dans le pays, quel autre produit. Donc c'est de cette façon, pour moi, il peut développer l'économie, mais ce qu'il fait, c'est un Ça président... veut dire quoi? Que là, aujourd'hui, dans la situation difficile, économique difficile que connaît le Ghana, le pays doit passer par une politique d'austérité? Non, pas une politique d'austérité, mais en même temps une certaine politique qui lance la demande, la demande des citoyens, qui est beaucoup plus de revenus, mais pas des dépenses dans ce genre de choses comme notamment les ministres. Et en même temps, même si on décrète la gratuité de l'enseignement ou on donne des indemnités, il faut d'abord qu'il y ait derrière une machine qui crée la production, qui crée la monnaie, qui crée la richesse d'un pays, qu'il arrive au moins à partager la richesse qui existe. Là, aujourd'hui, je pense qu'un pays qui produit le pétrole, qui a déjà des problèmes, devrait d'abord essayer de freiner certaines dépenses. Merci. Nous allons marquer une courte pause. En instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.